Bonjour à tous, bienvenue sur le Clonecast. Je suis 0x Monsieur, novice dans le Web3 et détenteur du Clonix 17184. Ce podcast a pour but d'échanger avec des acteurs de cet écosystème, bien évidemment d'autres Clonix du studio Artefact, mais pas que. Cette émission n'est en aucun cas un conseil en investissement, faites toujours vos propres recherches dans cet environnement volatile. On se retrouve de l'autre côté pour ce nouvel épisode. Et bienvenue dans ce nouvel épisode du Clonecast. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Titou. Comment tu vas? Écoute, ça va super. Merci de m'accueillir dans ce podcast. Ça fait Ben super merci. plaisir de parler un peu de ce qu'on fait, de qui on est. Merci beaucoup d'avoir accepté. Été le premier invité que j'ai vu IRL, comme on dit. J'étais passé à la NFT Factory, ça va faire un mois, je pense. Et du coup, tu m'avais fait la visite, donc c'était super intéressant. Et avant peut-être de rentrer dans le vif du sujet et de savoir ce que tu fais exactement à la NFT Factory, est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire comment tu as débarqué dans le Web3? Ouais, ouais, carrément. Alors du coup, déjà, je m'appelle Titou Granier, j'ai 23 ans et ça fait à peu près 3-4 ans que je tourne autour du Web3. En fait, alors moi j'ai une histoire assez particulière. J'ai commencé à m'intéresser aux NFT par rapport au cinéma. En fait, j'étais passionné par le cinéma avant. Maintenant, j'y vais un peu moins, j'ai moins le temps. Mais voilà, je voulais un peu redresser l'industrie du cinéma, qui est une industrie très vieille. Et en fait, pour ça, je voulais vendre des mini bouts de films, mais je savais pas trop comment faire. C'était avant que je connaisse les NFT. Et en fait, à un moment, j'ai lu un truc sur les NFT, où j'ai entendu parler, je sais plus trop comment c'est fait, et je me suis dit, mais c'est ça qu'il me faut. Et du coup, moi, j'étais en école d'histoire du marché de l'art. Je suis allé voir mon directeur et je lui ai dit, écoute, il nous faut des cours sur les NFT. Je pense que ça peut avoir un impact sur sur le marché de l'art, donc le marché du cinéma en particulier. Et en fait, il m'a dit non, moi je vais pas forcément faire ça. Par contre, si tu veux, enfin voilà, je lui ai dit, par contre, si vous voulez que j'organise moi un cours pour les autres élèves, je peux le faire. Du coup, j'ai organisé un cours, j'ai envoyé un mail à Jean-Michel Payon, je crois qu'à l'époque c'était jmp@ledger.com, donc je me suis dit, je vais jamais avoir de réponse. Finalement, il m'a répondu, il m'a dit, Ok. pas de souci pour une conférence, let's go. Je me suis C'est dit, ok, l'avantage trop d'être cool. early, ça. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Il recevait déjà beaucoup de messages parce qu'il était chez Ledger Chief of Staff, donc c'était déjà une grosse responsabilité. Ok. Mais il m'a répondu, j'ai trouvé ça cool parce qu'en fait, d'ailleurs, on en parlera, je pense, après, mais c'est un gros point positif de Web3, c'est que les gens répondent au final. Bref. Et du coup, je lui ai dit, voilà, est-ce que tu veux organiser une conférence dans mon école, machin et tout. On a fait un truc en visio de 1 heure, parce que c'était à l'époque un peu du Covid, etc. Donc on n'était pas forcément en présentiel. Et du coup, ça a bien marché, les élèves ont kiffé. Et puis, moi, je lui ai envoyé un message par la suite et je lui ai dit, voilà, écoute, qu'est-ce que tu penses de cette idée-là par rapport au cinéma et tout? Enfin, un peu une bouteille à l'eau. Il m'a dit, on se voit demain. Le lendemain, on a fait un rendez-vous d'1 heure. On a discuté un peu de tout et de rien. Et après, il m'a demandé si je cherchais un stage. Au début, je savais pas trop. Et après, j'ai dit, bon, allez, ça peut être une expérience assez chouette. Et c'est comme ça que j'ai commencé, du coup, à un peu monter le pôle Web3 de la galerie qu'il avait à Bastille, enfin qu'il a toujours d'ailleurs, qui s'appelle Acheter de l'art. Et après, à partir de ce moment-là, j'ai organisé des événements, dont un événement Tezos, j'ai organisé quelques événements Web3, ensuite j'ai monté une petite collection et j'ai commencé à monter mes premières expositions de NFT là-bas. Ok. Donc c'est un peu Et t'étais toujours, voilà comment j'ai commencé. ok. Et t'étais toujours en train d'étudier à cette époque? J'étais toujours en train d'étudier, c'était un stage, ouais, totalement. Ok. Ok. Et t'as évoqué Tezos. Euh, Ouais, on entend souvent parler de d'Ethereum, de Solana. Tezos, j'en avais déjà entendu un peu aussi parler, mais c'est un peu moins connu ou moins peut-être utilisé, ou ça l'a été à une époque et ouais, peut-être moins aujourd'hui. Je connais pas trop l'historique. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu t'es orienté vers cette blockchain en ouais, carrément. particulier? Bon, déjà, il faut savoir que moi, quand je suis arrivé, c'était le début, mais les terres étaient déjà assez chères. On va dire, moi, j'étais étudiant. Je crois que les terres étaient à 1002, 1003. Je me souviens plus trop bien comment elle était exactement. Mais elle était déjà cher pour moi. Et du coup, déjà, des œuvres à 0,1, 0,2, 0,3, ça me faisait cher. Moi, en tant qu'étudiant qui mangeait des pâtes, je me disais, bon, voilà quoi. Donc, il y avait Tezos à côté qui était pas cher, qui proposait de l'art de qualité, qui proposait de l'art accessible, qui proposait des artistes assez underground, des choses que j'avais jamais vues auparavant, alors que Ether, je trouvais que c'était voilà, des choses qui
que j'avais déjà connu, alors voilà, sous une esthétique que je connaissais, parce que souvent, en fait, les gros artistes des terres, je les suivais déjà sur Instagram, j'avais déjà connu leur parcours parce qu'on en parlait sur Twitter, etc. Et du coup, Tezos, c'était vraiment pour moi une découverte absolue et c'était vraiment un lieu où je pouvais diguer des heures et des heures pour essayer de chiner des artistes qui me correspondaient mieux. Donc en fait, les deux ont fait que je me suis beaucoup plus tourné vers Tezos et c'était assez agréable au final de pouvoir collectionner. J'étais quasiment une heure par jour pour, je sais pas, entre 10 et 20 euros. Et en fait, je me disais, c'est le prix d'une pinte, je sors pas au bar sort, mais je dis que pendant une heure, j'achète un petit NFT, quoi. Ok. Et quand tu faisais tes recherches et tu passais à l'acte d'achat, c'était pour quelle raison? Parce que t'aimais l'art, parce que t'aimais l'artiste, parce que t'aimais le projet? Ouais, alors, moi, je suis un collectionneur de base d'art physique. Ok. Enfin, chez moi, c'est vraiment un peu la caverne d'Alibaba, avec la caserne, pardon, d'Alibaba, avec plein de choses que je collectionne. Je suis baigné dans l'art depuis mes 17 18 ans, et depuis mes 17 18 ans, je collectionne tout ce que je peux en œuvre d'art. Donc, j'essaye d'avoir des artistes qui me plaisent, je mets un peu toutes mes économies là-dedans, et c'est voilà, c'est un truc que j'ai un truc que j'ai depuis toujours. Et du coup, voilà, ça avait quand même du sens pour moi de collectionner quelque chose d'autre. L'art digital, ça permet de collectionner beaucoup et que ça prenne pas de place. Alors, c'est bête dit comme ça, mais moi, mon appart, il est rempli. Là, si je dois acheter une nouvelle œuvre, je sais pas trop comment je fais. Même pour être honnête, je m'excuse, mais auprès des artistes, j'ai des œuvres chez mes parents qui sont emballées malheureusement parce que mon appart est rempli. Et j'arrive à trouver quelques petites places encore, mais c'est très compliqué. Et du coup, les NFT, ça me permettait de collectionner sans avoir à déménager, quoi. Tout en les mettant dans ton appartement virtuel. Je crois que t'as un appart sur une cyber, non? Ouais, ouais, j'ai une petite Enfin, galerie une sur un galerie. cyber. Galerie, oui. Faudrait que je le mette un peu à jour d'ailleurs, mais ouais, ouais, j'ai un petit truc sur un cyber, ouais, carrément. Oh, cool. Cool. Et tes os, au-delà du fait que toi, ça te permettait d'acquérir et de collectionner des œuvres qui étaient moins chères que sur Ethereum, par exemple, est-ce que aussi les artistes se tournaient plutôt vers cette blockchain parce que c'était moins cher, par exemple? J'ai souvent entendu ça pour Solana. Ouais, ouais. Est-ce que c'était le cas Euh, pour tes os aussi? ouais, il y avait le truc du moins cher, mais il y avait aussi un autre gros truc, c'est que, bon, on va pas se le cacher, les NFT, ça pollue. Si demain, 100% des gens se mettent au NFT, ça va être compliqué pour l'environnement. Et Tezos, c'était une blockchain qui était dite éco-responsable. Ok. Et en fait, ça a enlevé pas mal de freins pour les gens d'arriver vers cette nouvelle un peu ouverture d'esprit par rapport au fait que, enfin, moi, j'ai une famille très écolo, etc. Et en fait, par exemple, mon père, Ether, vraiment, il disait c'est mauvais pour l'environnement, c'est pas possible, machin et tout. Et quand je lui parlais de Tezos, quand je lui expliquais ce que c'était, le fonctionnement, il était un peu plus étendu sur le sujet. Et donc, je trouvais ça aussi intéressant par rapport à ça. Et du coup, le public, moi, j'accueille beaucoup de public, je parle beaucoup des NFT au public. J'ai fait ouvrir beaucoup de wallets. Et faire ouvrir un wallet Tezos, c'est plus simple, justement parce que le frein écologique est quand même très, très présent dans notre environnement. Donc ça a du Donc sens. voilà, c'était un peu. Ouais. Ouais, totalement. Après, je suis pas du tout contre Ether, hein, c'est pas du tout le sujet. Mais voilà, au début, c'était un plus qui était assez cool pour expliquer aux gens les NFT. Ok, super. Et du coup, pour revenir sur ton parcours, tu commences à organiser du coup des expositions dans une ou Ouais. plusieurs galeries. Et comment ça se passe exactement? C'est toi qui viens choisir les artistes? C'est sur un temps Alors, donné? ouais. Est-ce que... Il y avait plusieurs choses. Dans la galerie Acheter de l'art, il y avait des artistes qui m'étaient imposés donc, c'est la galerie de Jean-Michel Paillon et Guillaume Oren. Et donc, il y a des artistes qui étaient imposés, entre guillemets, par Jean-Michel et Guillaume. Donc, par exemple, on a fait une expo avec Pierre Pibrac, c'est pas moi qui suis allé chercher l'artiste. Par contre, des fois, j'avais des libertés où, bah, par exemple, la soirée des autres, j'ai pu exposer les œuvres que je voulais. Donc là, je me suis éclaté. Je sais plus qui j'avais exposé. Je crois Lewis OSB, qui est un artiste qui est assez visuel, donc c'est assez cool, ça parle un peu au grand public. Et enfin, c'est assez simple de compréhension, ces œuvres, donc c'était assez bien. Et sinon, il y a aussi des expos qui m'ont été imposées. Comme par exemple, j'ai fait une expo avec Jean-Michel à la une expo sur sa collection personnelle où c'était une collaboration avec Yellow Corner. Et là, du coup, la règle, c'était d'exposer la collection privée de Jean-Michel Paillon. C'était le thème de l'expo. Et donc là, moi, je me suis débrouillé pour faire, pour curatorier
dans la collection de Jean-Michel, où j'ai pu choisir les œuvres que je voulais dans sa collection de photos, où il y en a une énorme, donc il y avait quand même un champ des possibilités assez cool. Et après, j'ai exposé, j'ai fait les cartels, j'ai fait les machins, enfin, j'ai invité les gens à la soirée, etc., etc. Donc ça me permet, en fait, ça dépend. Ça dépend. Même à la Factory, il y a des moments où je peux choisir à 100%. Il y a des moments où c'est des artistes qui sont venus voir John ou Jean-Michel, et du coup, moi, je peux, entre guillemets, ils sont imposés. Après, voilà, c'est imposé, ça reste cool. Mais voilà, c'est un peu ça les différentes formes d'expo que je fais. Ok, et quand tu fais une expo, tu essayes de lier des artistes qui sont un petit peu en vogue ou des artistes qui ont un style similaire ou sur un thème Ça similaire, peut-être avec dépend. des styles différents? Ouais. Alors moi, j'adore travailler l'esthétique quand même de l'expo parce que j'estime que l'exposition entière doit avoir un storytelling. Donc j'aime bien avoir des artistes de la même esthétique. Et souvent, qui dit même esthétique dit même création artistique. Par exemple, si tu fais que de l'IA, ça va avoir un sens et tu peux pouvoir raconter un storytelling. Donc ça c'est assez bien. Après, encore une fois, des fois, quand c'est imposé, par exemple, j'ai pas mal travaillé avec Arab Bank Sud-Zélande. On a fait pas mal d'expos pour eux. Euh, Notamment à Lisbonne, on avait fait une dizaine l'année passée, je crois, pendant NFC. Là, c'est des choses que je peux pas choisir, les œuvres, du coup, c'est imposé. Du coup, j'essaie de faire une scénographie au mieux, qui correspond au mieux, que l'œuvre de droite répond à l'œuvre de gauche. Mais des fois, c'est un peu compliqué. Des fois, du coup, j'ai du mal à faire la cohérence dans l'expo. Mais voilà, on essaie toujours de faire une scénographie au mieux et d'avoir une cohérence. Ensuite, il y a un problème des écrans. C'est que les écrans, c'est pas un tableau. C'est-à-dire qu'on peut les bouger un peu comme on veut, mais pas quand ils sont fixés au mur. Et à partir de ce moment-là, du coup, c'est compliqué des fois d'avoir d'une œuvre qui répond à l'autre parce que tu as un portrait à côté d'un paysage, avec un carré à côté. Et du coup, voilà, il y a pas mal de choses qui rentrent en jeu et de contraintes qui fait que des fois, c'est un peu plus compliqué que d'autres. Oui, parce que tu vas pas t'amuser à refaire les travaux entre deux expos à chaque fois. Exactement, exactement. Souvent, les écrans sont fixés, il faut faire avec. Ok, ok. Et donc tu continues ce stage, si j'ai bien compris. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Tu finis tes études, tu te fais Alors, embaucher? oui, alors en fait, je finis ce stage. Ensuite, j'avais quelques mois de cours où je suis quasiment pas allé en cours parce que j'avais beaucoup d'expos à côté à organiser. J'avais beaucoup de projets. J'ai notamment sorti un gros livre photo. Enfin, j'avais pas mal de choses à côté. Ensuite, il y avait NFT New York. Donc, je suis parti à New York pour organiser un événement avec Alger, avec les plus grands photographes qui étaient en vogue à l'époque. D'ailleurs, ils sont toujours. Et ensuite, j'ai passé mes examens, j'ai eu mon école, donc avec des bonnes notes, en plus, j'étais content. Et ensuite, donc quand j'étais en stage, je commençais à entendre parler de la NFT Factory. Il y avait Loris qui, Massiracuelo, qui commençait à travailler sur le projet depuis quasiment 6 mois. Moi, j'avais déjà visité des lieux. Donc, enfin, la NFT Factory était dans ma tête. Et en fait, à la sortie de l'école, je savais que la NFT Factory allait commencer à aller de plus en plus vite. Donc, j'avais commencé à organiser l'exposition Impact, qui était une exposition à côté de Stalingrad, dans une caserne assez cool. Et on avait commencé à organiser ça, donc enfin, je connaissais ce projet. Et en fait, du coup, naturellement, je suis rentré dans la team. Ok, donc tu as Et commencé à là, mettre un j'ai pied été embauché. dedans en organisant une expo et après t'es rentré dans l'équipe comme tu le dis. Ouais, voilà. Alors, c'était un Ok. pop-up, l'expo. Donc, en fait, j'ai aidé sur toute l'orga du pop-up, enfin, sur place. J'ai aidé sur l'expo, j'ai aidé sur les écrans, etc. Sur les cartels. Enfin, voilà, j'ai fait c'est assez cool, c'est assez chouette. Et le lieu physique n'existait pas encore. Et en fait, quand je suis sorti de cet event, à l'époque, c'était Lucie Léonard qui était CEO. Elle est venue me voir, elle m'a dit, voilà, on veut que tu sois avec nous. Moi, au début, je savais pas trop parce que bon, c'était quand même un projet d'ampleur. Moi, je sortais d'études, je savais pas si j'avais un peu envie de faire mes trucs de mon côté. Et au final, je me suis dit, allez, pourquoi pas, ça peut être une bonne expérience pour quelques mois. Et puis, ça fait 2 ans. Et du coup, on t'a recruté pour quelle fonction exactement? Alors, au tout début, c'était pour créer le lieu physique, donc d'accompagner les architectes. Il n'y avait pas vraiment de nom. Enfin, on appelait ça fait c'est un peu, on va dire, ce que fait un office manager au début de tout début d'un lieu. Dire que j'ai créé le lieu de toute pièce avec les archives, j'ai choisi la place, j'ai fait la scénographie des écrans,
J'étais pas mal là avec les archis pour les différents sujets. Il y a tellement de choses à penser, c'est chaud, quoi. Et donc, on était une team, mais moi, je m'occupais particulièrement de ça. Et je m'occupais donc, enfin, c'est con, mais d'acheter un lave-vaisselle, de le poser, machin, enfin, voilà, créer tout le fonctionnement de la factory. Enfin, toi, t'es venu, mais on a 3 étages, il y a l'espace des bureaux en haut, il y a la galerie en bas. Il fallait que tout soit clean pour que le public arrive. Et en plus de ça, j'ai aidé sur toutes les expos avec Benoît Couty, où là, c'était vraiment du travail avec des artistes. Donc, la première expo qu'on avait fait, c'était la collection des fondeurs. Et donc là, pareil, il y a eu un travail de scénographie, et on a fait tous les cartels, on a fait tout ça. Mais en fait, tout ça, ça fait partie, en fait, entre guillemets, du travail d'ouvrir le lieu, quoi. Mon travail, c'était d'ouvrir le lieu. Ok. Ouais, donc pas mal de choses à penser, surtout pour une première Ouais, dans ta jeune carrière. ouais, ça, bah, j'avais à l'époque, je crois que j'avais encore 21 ans, 21 ou 22 ans max. Et depuis que du coup que la NFT Factory a environ 2 ans, de ce que j'ai compris, a ouvert, toi, Ouais, ta fonction a un petit peu évolué? ouais, complètement. Alors, moi, j'ai fait pas mal de choses à la factory parce qu'en fait, enfin, je suis assez jeune, je voulais faire plein de choses. Mais en fait, très rapidement, je me suis de plus en plus concentré sur l'art. Et du coup, sur la création d'expositions, la création de scénographie, la création voilà, en fait, d'expos en tout genre, de travail avec différents événements. Euh, on a accompagné la collection, enfin, la banque Arabank, pour acheter des NFT. Donc ça, c'était un travail qu'on a fait avec Loris qui était assez gros. J'ai beaucoup travaillé avec Benoît donc Benoît Couty, je sais pas si vous le connaissez, mais c'est un grand collectionneur d'art. Il a un musée qui est assez cool qui s'appelle le MoMA, purée, Museum of Crypto Art, le MoCA, qui est dans le Crypto Voxel. J'ai beaucoup appris à parler aux artistes. On a fait des solo shows, on a fait des groupes shows qui étaient assez chouettes. Et donc ça, franchement, c'était une trop bonne expérience. Et en même temps, du coup, je travaillais avec Loris aussi pour la création de la collection d'Arabank. Qu'est-ce qu'on a fait de sympa? Bon, on a aussi des événements. Alors la Factory, on en parlera peut-être un peu après, mais c'est des événements quasiment toutes les semaines. Donc on a organisé des événements, on a accueilli les gens, on a fait des talks, on a organisé des talks, on a beaucoup parlé, on a beaucoup échangé, on a fait des brainstorming avec toute la team. On a fait des événements sympas. Par exemple, on a fait un battle IA. Donc il y avait 5 teams, et en fait, on avait un thème à poser, et on devait faire une œuvre qui correspondait le plus au public avec un vote. Voilà, on a fait des choses super sympas. Ok, super. Super, on a du Désolé, hein, coup... je m'étale un peu sur mes réponses, mais Non, non, mais c'est le but, hein. C'est pour ça qu'on a 1 heure devant nous. Euh, donc, on a parlé de ton rôle à la NFT Factory. Et pour revenir sur la NFT Factory en elle-même, de ce que tu m'as expliqué quand on s'est rencontrés, c'est qu'il y avait eu beaucoup de, je sais pas si on peut appeler ça des fondateurs ou de personnes impliquées dans la création du projet. Euh, Quel était le but initial de la NFT Factory? Enfin, ou quel est le but? Il n'a pas changé. alors, ouais, le but initial de la Factory, moi j'aime bien dire qu'il y avait 2 buts. Démocratiser et fédérer. Alors, on démocratise parce qu'on fait énormément d'initiations NFT. On parle au public qui ne connaissent rien au NFT, qui ne savent à peine ce que c'est ce mot-là. Et du coup, on démocratise en fait en leur expliquant. On a créé des méthodes simples pour expliquer la NFT en 2 minutes aux gens. Les gens rentrent à la factory et sortent en ayant une conscience, on va dire, de ce que c'est les NFT. Je pense pas qu'ils comprennent à 100%, mais au moins ils ont une graine plantée. Donc fédérée, parce que comme je disais, on fait beaucoup d'événements. On, on est à beaucoup d'événements, et en fait, ça permet de faire que les gens aient un lieu clé pour se rejoindre et discuter de la même passion, et voilà, se rejoindre autour de la même passion de l'art, des NFT, de la technologie NFT. Il y a du gaming, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a de la métaverse. Enfin, voilà, il y a un panel très large de ce qu'on peut faire à la Factory. Et les gens, enfin, voilà, c'est ce qu'ils aiment. Parce que du coup, les personnes qui viennent à la NFT Factory, c'est plutôt des non-initiés, en tant que visiteurs, je Il veux y dire. a, alors, en tant que visiteur lambda le samedi, ouais, carrément. À nos événements, c'est différent, mais en tant que visiteur, comme tu l'avais fait, toi, tu étais venu avec quelques personnes, et directement, tu vois,
je vous ai un peu expliqué, je vous ai fait le tour. Voilà, c'est vraiment ça la factory, quoi. C'est un lieu de rencontre. Mm. Donc, et toi, tu étais initié, mais avec toi, il y avait des gens qui connaissaient un peu moins, non, c'est ça? Ouais, exactement, c'est ça. Et puis moi, je connais pas tout, je connaissais pas toute l'histoire, donc j'ai appris pas mal de choses. La NFT Factory faisait une expo sur l'histoire des NFT, mais c'est pas Ouais, forcément toujours celle qui s'y trouve, dans le sens où le lieu doit vivre et les thèmes sont différents. ouais, exactement. Ok, super. Super. Et peut-être, voilà, je vais quand même rebondir un peu sur expliquer ce que c'est la NF Factory, du coup, je disais démocratiser et fédérer au tout début, avant que le lieu soit créé. Et maintenant, du coup, donc, toi, voilà, tu disais qu'il y avait pas mal de gens qui étaient avec nous, et en fait, ouais, il y a 128 founders. On a deux grosses communautés qui sont à la Factory. On a 128 founders et 1000 membres. Les 128 founders, c'est des gens qui ont investi dans la Factory avant que le lieu soit créé pour nous aider à créer un lieu, créer un hub Web3 à Paris, au centre de Paris. Voilà, on a 350 mètres carrés dédiés à ça. Et les membres, ils ont acheté un token, donc le token, le Member Node. Et en fait, le Member Node, il sert à plusieurs choses. Il sert à organiser des événements gratuits à la Factory, il sert à venir travailler à la Facto en illimité à vitam aeternam, il sert il y a eu des airdrops d'œuvres d'art, voilà. Et tout ça, c'est des choses qu'on a mis en place à la Factory pour permettre d'ouvrir ce lieu-là. Et donc, c'est un peu les deux grosses communautés qu'on a. Dans les 128 fondeurs, il faut savoir qu'il y a quand même voilà, des noms assez cool qui sont on va dire, des OG du Web3 et qui font pas mal de choses, comme par exemple, il y a Sébastien Borget de Sandbox, Jean-Michel Payon, donc un ancien de Ledger, il y a Benoît Couty, Luc Jaudet, enfin voilà, on va pas toutes les citer, mais il y a quand même pas mal de gens qui sont là, et qui c'est assez cool. Et ce que j'avais aussi trouvé intéressant, c'était la manière dont le lieu vivait. Tu l'as évoqué rapidement tout à l'heure, mais qui a trois étages. Donc il y a un Oui, étage où il y a l'exposition. exactement. Ensuite, il y a un petit shop, mais il y a aussi les bureaux. Je crois qu'il y a des salles pour travailler. Ouais, exactement. Alors, nos bureaux, c'est l'espace de coworking maintenant. On a fait un petit concept store avec pas mal de produits euh, Web3, avec du merge Bored Ape, enfin pas mal de choses. On a donc le concept store, on a donc l'espace pour travailler. On a les petites salles de réunion en bas. Alors là, en ce moment, d'ailleurs, on accueille, je pense que tu dois connaître Vinny, qui est aussi qui a aussi le même fait que toi, pardon, j'ai un truc mort. Qui est Du aussi un tout. Clonix, excuse-moi, qui est dans la commune Clonix et qui a fait un livre sur le fashion et le fashion Web3 et toute la culture streetwear. Ok. Et là, il est un peu en résidence chez nous, il a posé ses bureaux en bas. Donc voilà, la factory, c'est vraiment un lieu qui vit et où il y a le plus de choses possibles qui se passent. Et les personnes qui sont dans les bureaux font pas forcément partie des plus de 120 fondateurs. Alors, si, Ok. ou des membres. Ou des membres. Ouais, ouais. Les membres viennent travailler, il n'y a pas de souci. Pour être membre du coup de la NFT Factory, c'est sous forme de. Faut avoir un NFT. NFT ou ça se passe comment? Exactement, exactement. Ok. Super. Super. Et en parallèle du coup de ton implication dans la NFT Factory, tu disais en introduction que tu aimais faire plein de choses et ça t'avait Ouais. même fait hésiter sur le fait de rejoindre la NFT Factory. Du coup, toi, à titre personnel, est-ce que tu continues de faire des choses de ton côté, d'organiser des expos ailleurs? Tu me disais aussi en off que tu avais du mal à bosser et à collectionner aussi en même temps. Co- Ouais, exactement. Alors, faut savoir que, enfin, je sais pas si c'est comme ça dans toutes les startups, mais voilà, la factory, moi, ça me prend un temps, ça me prend tout mon temps, on va dire. Et du coup, c'est vrai que j'ai du mal à côté à faire des projets et même des fois, j'essaye, hein, mais c'est vrai que je les fais pas forcément à fond. Et j'ai quand même, voilà, j'ai quand même un peu, enfin, j'ai fait quelques trucs à côté, j'ai organisé quelques expos, dont une à Genève qui était assez cool. Mais voilà, l'idée, c'est quand même que je sois concentré à fond sur la factory et moi, je suis assez dédié à ça, sur cette mission de démocratiser et fédérer, d'accueillir le public. Donc pour l'instant, c'est pas non plus mon objectif d'avoir trop de projets à côté. Voilà, moi j'estime qu'il vaut mieux faire un projet à fond
sans trop se diversifier, mais le faire à fond, que faire plein de choses et les faire un peu moins bien. Ça se tient. Donc c'est vrai que je suis pas mal concentré sur la facto quand même. Je suis Et quasiment tout le temps là-bas, même. comment? Je suis quasiment tout le temps là-bas, même, je dirais. Et si tu avais plus de temps, c'est quoi que tu aimerais faire? Ce serait plus de reprendre les collections, de organiser d'autres Ouais, dates à et puis côté? ouais, alors reprendre les collections, ça je trouverais ça assez cool de me concentrer sur des expos vraiment immersifs, des choses un peu plus poussées. Ensuite, j'avais fait une petite marque de t-shirts qui s'appelait NF Textile, avec des trucs assez cool. J'aurais bien aimé pousser. Pour être honnête, j'ai quasiment, je sais pas, 45 t-shirts qui sont chez moi, qui traînent, parce que j'ai même pas pris le temps de faire la communication alors que tout est prêt sur ça. Enfin voilà, il y a des choses comme ça que j'aurais aimé pousser un peu, que j'aurais aimé faire et que j'ai pas réussi parce que ça me prend trop de temps la facto. Ta seconde maison. Ouais, exactement. Bah voilà, enfin même je suis là-bas quasiment, enfin je suis quasiment 7 jours sur 7. Alors en ce moment surtout parce que c'est NFT Paris, mais sinon le dimanche lundi c'était fermé, mais je suis quasiment tout le temps là-bas parce qu'il y a tellement de choses à faire. On est tellement un grand lieu, on est une petite équipe, donc faut le faire. Et quels sont les enjeux pour les mois ou les années à venir de la NFT Factory? Alors ça on va voir. Ça on va voir. On va voir un peu ce qu'on fait. On va voir ce qu'on va faire. Mais l'idée c'est de continuer à faire la même chose. Il y a quand même une vision long terme de s'exporter un peu partout. Ça veut dire on aime bien se dire que la factory c'est un peu un vaisseau spatial qui se déplace. Donc qui change de lieu, qui va dans d'autres pays, qui va dans d'autres villes de France. Voilà, l'idée c'est quand même de faire quelque chose qui s'exporte. Et on a quand même une grosse envie de pouvoir être un peu entre guillemets itinérant. Et de pouvoir du coup en fait ce qui est cool c'est que bah, par exemple à NFC New York on pourrait être là, à NFC Lisbonne on peut être là. Et voilà, on a vraiment cette idée-là et cette envie de faire ça. Et vous l'avez déjà fait ou c'est en projet? On a déjà un peu commencé à le faire. On a déjà fait. Alors, en interne, on l'appelle un peu hors les murs. Donc, on a Ok. déjà commencé à faire des choses comme ça. Bah, là, par exemple, on va être présent à NFT Paris. On aura un stand là-bas. Et l'idée, c'est de continuer un peu des petites choses comme ça. Et c'est un peu les projets aussi pour la suite. Et c'est un peu ce qu'on a envie de développer en ce moment à fond. Et bien sûr, continuer à faire des expos, etc. Ok, super. Super. Euh, tu l'as évoqué tout à l'heure, vous avez notamment dans le shop du merch Bored Ape. Ouais. Euh, Moi, j'ai acquis un mutant récemment et quand j'étais passé, tu m'avais dit que vous aviez, je crois, organisé un événement avec le French Yacht Club ou du moins des Bored Ape Ouais, français. exactement. Alors, ouais. Et vous aviez l'air du coup assez proche. Ouais, alors bon, moi j'ai une histoire assez drôle avec eux, c'est qu'en fait, la première fois où je suis entré dans les NFT, enfin la première fois, dans mon stage, j'ai acheté de l'art, j'avais organisé un événement Bored Ape avec eux parce que JMP avait un Bored Ape, il m'avait dit organise ça, machin, et j'avais fait des réunions avec eux et tout. Et donc au final, ça fait longtemps que je les connais et donc on avait organisé un gros événement et on est toujours resté en contact. Dans nos fondeurs, il y a beaucoup de fondeurs qui ont des apes et du coup, ça s'est fait naturellement de faire un petit event assez cool. Tu vois, avec les apes, les mutants, et on était, je sais pas, une cinquantaine, je pense. Ah, pas mal. Un peu moins, peut-être. Ouais. Bah, il y avait mutant, ape, peut-être un peu moins, je dirais. Peut-être on était peut-être un peu une trentaine, 30, 40. Mais bon, en tout cas, c'est pas mal de monde, et on a fait un événement où tous les apes ont pu discuter entre eux. On avait mis des petits apes sur les écrans, ils ont pu faire des petites photos, c'était sympa. Et est-ce que ce genre d'événement, tu le fais aussi avec d'autres collections? Ouais, alors on a fait avec d'autres communes, mais après, voilà, c'est sous différents formats. Vu qu'on privatise la facto, en fait, ça dépend sous quel format on fait. Mais oui, on a fait avec d'autres collections. Ouais, carrément. Ok, super. Top. Top, top. Euh, Aujourd'hui, euh, pour toi, quels sont un peu les enjeux sur l'art digital ou les PFP euh, moi, de mon œil extérieur, je suis plutôt rentré sur les PFP, mais j'ai l'impression que l'art digital est peut-être un petit peu en dessous et en termes, on va dire, de popularité, mais a vocation à se développer parce que j'ai Ah, moi, l'impression je qu'on en pense parle pas, quand même justement. de plus en plus Ouais. au sein du grand public, dirons-nous.
Peut-être que les initiés sont au Alors, courant, mais peut-être pas les autres. Qu'est-ce que tu en alors penses? au sein du grand public, les PFP, c'est très mal vu. Ouais. C'est vraiment la chose qui est pour spéculer, L'arnaque. qui est, c'est l'arnaque, voilà. Bah, d'ailleurs, en ce moment, j'ai entendu, on m'a dit qu'il y avait je sais pas si c'est vrai, mais il y a un procès envers les stars qui ont promu des bored apes sans dire que c'était la promotion. J'ai pas trop suivi, mais en ce moment, Ouais, il y a un oui, truc j'ai sur vu un truc ça. passer, ouais. Ouais. Et bon, voilà, toutes ces choses-là font que les NFT, pardon, les PFP sont mal vus auprès du grand public. Même très mal vus, je dirais. Euh, donc, en fait, l'art digital, ça permet de rassurer les gens avec les NFT, avec cette technologie-là. Donc, moi, je dirais que en fait, l'art digital est beaucoup mieux vu que les PFP. Et l'art digital permet aux gens de comprendre. En fait, euh, même enfin, pour ceux qui collectionnent les PFP, voilà, on le connaît tous, on sait comment ça marche et c'est très bien. Mais pour les novices, voilà, les PFP, c'est pas bien. Et l'art digital est la solution pour leur faire un peu tourner la tête sur le fait que c'est pas forcément mal, là, cette technologie-là. Ouais, l'idée, c'est d'utiliser l'art pour démocratiser la technologie. Ouais. Bah, en fait, on se rend compte dans l'histoire que les artistes ont toujours utilisé la technologie en avant-garde un peu. Et du coup, en fait, l'art permet d'expliquer des technologies assez bien. Ok, et donc toi, tu penses qu'à l'avenir, ça va continuer dans ce sens pour faire oublier un peu cette mauvaise image causée par les PFP? Ouais, après, c'est pas, enfin, c'est causé par les PFP, on peut dire ça comme ça, mais en fait, c'est plus causé par le fait que, à un moment donné, tous les influenceurs avaient des PFP. Si tous les influenceurs avaient de l'art digital et auraient promu l'art digital, ça serait peut-être que l'inverse, tu vois, j'ai envie de te dire. Clairement, ouais. Euh, Après, il y a aussi le fait que l'art parle aux gens depuis toujours et que c'est quand même un élément qui est important parce que il y a de l'art partout. Et ça permet en fait du coup au grand public de savoir ce que c'est l'art. Et c'est vraiment sympa parce que du coup les gens sont déjà initiés en fait. Alors on a déjà une culture artistique en France qui est quand même super chouette. Grâce au cinéma, grâce à l'espace public, grâce à plein de choses. Il y a des Space Invaders de partout, il y a des tags qui sont sympas de partout. Ça permet que les gens, quand ils voient de l'art, ils comprennent ce que c'est. Et du coup, il y a déjà ça en moins à expliquer, et ce qui pour moi est le plus compliqué. Parce qu'expliquer qu'est-ce que c'est de l'art, c'est très dur. Exact. Ouais, ouais, il faut le voir. Il faut le voir. Ouais, et puis expliquer pourquoi l'urinoir de Marcel Duchamp c'est de l'art, les gens ils comprennent pas, Mm. on va dire. Nous on est quand même assez, enfin je trouve, hein, je suis un peu mon patriote, mais je trouve on est assez compréhensif. Et tu penses que c'est pour ça aussi que la NFT, enfin de l'extérieur, j'y suis pas allé et je n'ai pas participé à d'événements encore, que la NFT Factory qui a lieu ce week-end, alors ça sera passé quand l'épisode NFT Paris, sortira, ouais. NFT Paris, pardon, a du succès auprès des étrangers ou toi, quelle est ta Alors, vision là-dessus? Peut-être pas plus qu'ailleurs, je pour sais pas. moi, ouais, pour moi, NFT Paris, c'est différent. C'est vraiment alors, c'est pour le public, mais pas tant que ça. C'est quand même beaucoup, on va pas se le cacher, pour ceux qui viennent uniquement pour faire des contacts, pour parler aux gens, euh, pour, euh, pour essayer de voir un peu ses clients, de voir les artistes pour voir leurs collectionneurs, les collectionneurs pour voir les artistes. Voilà, c'est un événement qui permet de rassembler toute la communauté. Après, est-ce que le public est au courant? Ça, je suis moins sûr. Est-ce que c'est pour le public? Je suis encore moins sûr parce que voilà, c'est quand même des places qui sont chères, des gens qui sont là parce qu'ils connaissent. Mais quand tu connais pas, est-ce que tu vas à NFT Paris? C'est autre chose. Mais je pense que tous ceux qui sont là-bas, pour le coup, c'est pas des gens c'est des gens qui connaissent la technologie et c'est pas des gens qui sont novices. Ah bah c'est sûr que le ticket d'entrée, oui, ça refroidit. Ouais. Ouais, il est à 480 €, je crois. Je sais plus, ouais, j'y vais pas, donc j'ai Ouais, pas ça trop pique. regardé, mais Ouais, mais je crois que c'est là-dedans et le VIP à 800, c'est un truc comme ça. Mais voilà, après, voilà, ils ont des frais à remplir et tout, je critique pas du tout le prix, mais enfin, pour moi, c'est juste que le prix, du coup, signifie qu'il n'y a pas de grand public. ouais, t'as une barrière à l'entrée qui est trop importante. Exactement.
Et par contre, j'ai pris ma place, moi, pour NFC Lisbonne. Alors, NFC Lisbonne, c'est un peu différent. Ok. Moi, c'est une de mes conférences préférées de NFT. Alors, déjà, parce que j'adore Lisbonne, j'avoue. Euh, et enfin, j'ai des amis là-bas et à chaque fois, j'adore ça. Mais, et l'ambiance est assez chaleureuse, en fait. L'ambiance de Lisbonne, c'est vraiment, enfin, c'est un peu plus famille, on va dire. NFC Paris, pour moi, c'est plus corpo. Et NFC Lisbonne, alors c'est évidemment c'est corpo, mais c'est vraiment, je sais pas, un peu plus famille, un peu plus familial. Il y a un peu plus, enfin un peu plus la fête, on va dire entre guillemets. Il y a, je sais pas. Après c'est moi et moi-même, et je pense aussi par rapport aux expériences que j'ai vécues, parce que Lisbonne c'est plus vacances et voilà. Mais je trouve ça sympa. Et moi j'ai plus travaillé à NFC, enfin pas dans la conférence, mais autour de NFC Lisbonne que NFT Paris. Donc c'est peut-être aussi ça. Ok. Et au-delà de ces deux événements, t'as eu l'occasion d'en faire d'autres? Événement Web3, tu dis? Ouais. Ouais, j'en ai fait d'autres. J'ai fait NFC New York. Et voilà. Non, j'ai fait ces trois-là. Ouais, c'est ça. NFC New York. Je crois pas que j'en ai fait d'autres. Si, j'ai fait NFC Biarritz. Ouais. J'ai fait à Vivatech, il y avait un petit pôle NFT un jour. J'étais là-bas avec un journal. Et voilà. Après, j'en oublie sûrement et désolé, je m'excuse auprès d'eux, mais non, C'est ceux qui non. t'ont marqué. Ouais, je réfléchis. Bah, NFC Biarritz, on avait une expo à NFC Factory là-bas, donc c'était assez cool. Euh, mais, euh, Mais non, sinon, ouais, je crois que c'est tout, hein. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, C'est déjà pas c'est mal. clair. Et pour rebondir aussi sur ta présentation, notamment enfin, quand tu as découvert les NFT, tu voulais un peu dépoussiérer l'industrie du Ouais. cinéma. Et j'ai cru comprendre que tu créais aussi des choses. Ah, peut-être à l'époque, hein, aujourd'hui on a compris que tu n'avais plus trop le temps. Non, ouais, alors, non, non, en fait, j'en fais toujours, mais plus sur mon côté perso. En fait, Ouais, moi, je filme tout, un peu tout ce que je fais. ok. Et du coup, je fais pas mal de vidéos un peu. C'est plus pour moi et mes potes, mais que je mets sur Insta. Je suis en privé, hein, mais voilà, que je mets et je fais pas mal ça. Et après, ouais, j'ai fait quelques petites séries de NFT assez cool, mais moi, enfin, je pense pas que je me considère pas comme un artiste. Je pense plus que je m'amuse et que voilà, je me fais entre guillemets kiffer avec ce que j'ai et c'est ce qui me permet aussi de m'amuser un peu, quoi. Et par exemple, la PFP que tu as, c'est celle d'un artiste ou c'est de Non, ton non, petit ça c'est tirage? celle d'un artiste, c'était une collection sur Tezos qui existait et que je kiffais assez bien et que voilà. Ok, top. Et au-dessus, c'est une œuvre sur mon Twitter, une œuvre de Gloomtube, qui est un artiste Tezos aussi, qui est assez cool. Ok. Et t'es toujours quand on voit ta bio sur Twitter, il y a ton nom Tezos, Ouais, il y a ouais, aussi alors, t'as tagué c'est, la blockchain. Est-ce que du coup tu restes un Tezos maximaliste, entre guillemets? Tu tires ouais, c'est peut-être un vrai peu que, le trait ou tu non, t'intéresses non, à toutes les blockchains? je m'adresse un peu à toutes les blockchains. On a même fait une expo, alors ça, je pensais pas, mais on a même fait une expo Solana récemment à la Facto, parce que la commu était un peu en folie là-dessus, elle nous a demandé. Du coup, on a fait cette expo Solana et en fait, c'est cool parce qu'il y a quand même beaucoup d'artistes qui sont super chouettes sur Solana qu'on a pu montrer. Euh, pardon. Ensuite, non, je dirais pas que je suis un maximaliste Tezos. Moi, j'aime bien Tezos. Après, en ce moment, je pense qu'on peut se faire un peu discret avec Tezos et que c'est pas forcément le meilleur moment, mais ça reste qu'il y a des artistes que je kiffe, qui mintent encore. Et c'est vrai que même moi, je suis moins présent sur la plateforme parce que voilà, j'ai moins le temps. Mais évidemment, j'adore ça et c'est quelque chose que j'ai envie de continuer. Et je leur souhaite de se relever un peu de cette phase compliquée, quoi. Hmm. Et est-ce que tu penses pas que le fait qu'il y ait plusieurs blockchains, ça dilue peut-être aussi un petit peu les échanges ou le développement, ou les communautés même? Et ça les sépare Ouais, parce qu'il y en a qui vont être pro évidemment. une telle blockchain ou pro une autre. Évidemment. Hmm. Évidemment, c'est compliqué pour eux. C'est compliqué pour la communauté parce que eux, ils doivent avoir une communauté et nous, on doit, on va dire, se concentrer. Mais c'est un peu rude, on va dire, pour ça. Mais bon, d'un côté, c'est comme ça. Il en faut pour tout le monde, il en faut pour tous les goûts, les gens créent. Enfin, j'ai pas non plus envie, tu vois,
qu'on stoppe la création de choses en tout. Enfin, on va dire, moi, j'ai pas envie qu'on stoppe le building de choses dans le Web3 et dans les NFT en particulier. J'ai envie que s'ils veulent faire plus de blockchain, qu'ils en fassent plus. Et Hmm. on verra. Après, il y aura forcément. Je pense que là, on est très early et dans quelques années, peut-être une décennie, il y aura qu'une blockchain pour l'art et on se sera habitué à qu'une et toutes les autres, malheureusement, elles seront peut-être plus là, mais laquelle, je pourrais pas le dire. Et est-ce qu'aujourd'hui, un artiste, il est sur plusieurs blockchains ou il est vraiment que sur une? Il est sur plusieurs blockchains. Ok. Tu penses qu'il n'a pas le choix aujourd'hui pour se développer Non, mais je pense qu'il y a un peu, il s'amuse un peu partout. C'est pas la même chose. Par exemple, poster un NFT sur Tezos, on va dire à 10 thèses, c'est pas la même chose que poster un NFT sur un Ether. Et, euh, et en fait, ça permet vraiment de toucher d'autres communautés, de se diversifier et d'aimer des choses différentes. Ok. Et est-ce que t'onboardes, toi, des artistes qui seraient issus du physique et qui veulent se lancer dans le digital? Il y en a plein, et il y a aussi l'inverse. Il y a aussi des artistes digitales qui veulent se mettre au physique. Moi, j'en vois tous les jours des artistes de physique qui veulent se mettre au digital. Moi, ce que je dis toujours, c'est faut pas se mettre au NFT parce que vous pensez que vous allez devenir très riche. Il y en a Ouais. beaucoup qui. J'ai reçu un mail récemment. Alors, je sais plus exactement ce que c'était les mots, mais c'était bonjour, je suis passé à votre galerie ce week-end. Je veux me faire de l'argent, donc est-ce que vous pouvez m'aider à me rendre riche? C'est vrai? Et c'était une artiste, ouais, elle me disait, voilà, je veux me faire de l'argent, je suis artiste, est-ce que vous pouvez m'aider à me rendre riche? Je l'ai mis en story Insta carrément, tellement que ça m'a fait rire. Euh, je me suis dit, mais what, la meuf, elle pense que c'est ça. En fait, non, les artistes digitaux, ils galèrent, hein, faut pas croire. Les artistes digitaux, c'est comme les artistes physiques, ils galèrent. En fait, moi, ce que j'ai dit aux gens, si vous voulez faire de l'art digital, très bien, foncez. Mais faites ça parce que vous aimez ça. Faites ça parce que ça permet d'être un nouveau médium artistique, une nouvelle manière de communiquer, une nouvelle manière de vous exprimer vous par rapport à votre art, des nouveaux outils à utiliser. Voilà, je pense que il faut que ce soit quelque chose qui vous apporte un plus et pas que ce soit quelque chose que vous faites pour gagner de l'argent. Évidemment, si vous gagnez de l'argent, c'est très bien. Évidemment, et si vous faites fortune, je suis ravi pour vous et je vous le souhaite, mais c'est pas la première raison. Scopy, il a pas fait des NFT pour se faire de l'argent. Scopy, il a fait des NFT parce que la technologie était cool, parce qu'il était early sur ça. Et c'est ça qu'il faut pousser. Hmm, je vois. Et du coup, tu conseilles aux artistes, ouais, de faire ça par passion. Et pourquoi un artiste percerait plus qu'un autre, par exemple? Ah bah alors ça dépend de plein de choses, hein. Ça Ouais. dépend par qui il est collectionné, ça dépend par comment il est collectionné, ça dépend de tellement de choses. Non, là pour le coup, c'est compliqué. Après, il y a aussi évidemment une esthétique un peu en vogue. S'il a fait le lire à bon moment, voilà, il peut être un bon artistia. Mais souvent, c'est parce qu'il a été collectionné par les bonnes personnes au bon moment et qu'il a communiqué au bon moment sur les bonnes choses. Après, il y a des artistes qui sont un peu différents, ou par exemple, bah, je pense à Polygone, 1993, qui est un artiste qui est ancré depuis très longtemps dans le glitch, qui a fait du glitch avant les NFT, qui s'est mis au NFT très 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 tôt. Bah d'ailleurs, on en discutait un peu ensemble récemment et il me disait qu'il avait vu un peu la montée d'Xcopy. Et en fait, c'est des artistes qui sont tellement étaient là depuis longtemps et qui faisaient de l'art digital avant les NFT. Et du coup, là, on a déjà une communauté assez ancrée. Mais sinon, pour les nouveaux artistes qui percent en ce moment, je pense que c'est de la bonne communication, de l'engagement. Ils vont aux conférences, ils rencontrent les gens, ils rencontrent les collectionneurs. Et après, faut pas se le cacher, en ce moment, c'est aussi compliqué. Hmm, ok. Et tu as rapidement évoqué le sujet de l'IA, donc ça fait une bonne transition qui Ouais, a, qui a débarqué ben aussi dans l'art. Euh, de quelle manière ça se matérialise? Est-ce qu'il y a plein de technologies? Est-ce qu'il y a aussi des ouais, tendances? Euh, ouais. Alors évidemment qu'il y a tendance, tu parles de l'IA en particulier? ouais, ou en général, ouais. Ouais, alors, bon, en plus, l'IA, c'est un sujet assez complexe pour le public parce que il y en a plein qui disent que c'est pas de l'art. Moi, je pense un peu personnellement que l'IA, ça peut être un outil. Après, je comprends tellement qu'il y a des gens qui soient frustrés par ça, mais je pense que voilà, l'IA, c'est un outil qui permet pas mal de choses.
Et notamment, là, on a fait une expo avec le collectif Soma, donc il y a Polygon dedans, il y a aussi Louis Désy, et Louis utilise de l'IA dans ses photos. Et les gens ne savent pas que c'est de l'IA. Parce qu'en fait, il utilise des petites choses. Par exemple, ça va être des regards, des visages, qui va tellement travailler ensuite sur des logiciels qu'en fait, ça va devenir un peu comme une sorte de, enfin, je sais pas, une aide qu'on aura pour un peintre. Voilà, c'est un peu différent, quoi. Et je sais pas trop d'ailleurs comment l'expliquer avec des mots, mais ça permet des choses comme ça. Ensuite, l'IA, c'est quand même très mal vu par le public, enfin, c'est interrogé par le public. C'est passionnant et en même temps, les gens en ont peur. Donc, Ouais, c'est un un peu antagoniste, quoi. peu une technologie qui fait débat, quoi. Ouais, ouais, il y a des gens qui ont très peur, en fait, qui étaient en mode non, mais ça, moi, ça me fait extrêmement peur, ça va piquer nos emplois, il y aura plus d'artistes, machin, machin. Non, les gars, c'est pas ça. C'est pas du tout ça. Ça va créer de nouveaux artistes, certes, ça va créer des artistes. Les gens vont réussir à faire des choses beaux avec peut-être des choses assez simples, parce que c'est vrai qu'avec un prompt, on peut faire des choses assez belles très rapidement. Justement, ça va nous rendre plus utiles dans le sens que du coup, l'humain est important parce que l'humain va devoir dire ça, non, ça, c'est pas de l'art, ça, c'est de l'art, ça, c'est pas de l'art. Et souvent, je prends un peu l'exemple qu'on a tous un iPhone dans la poche, on peut tous faire des photos noir et blanc flou, et c'est pas ça, pour ça qu'on est des artistes. Enfin voilà, une photo noir et blanc flou, on n'est pas un artiste. Ce Non, je serait dis trop ça parce facile. que c'est trop facile, mais il y a tellement de gens qui le font. Il y a tellement de gens qui font des photos en noir et blanc et en flou et qui disent ah, ça, c'est une belle photo. Non, les gars, c'est pas ça de l'art. Faut qu'il y ait une composition artistique, faut qu'il y ait une cohérence artistique, faut qu'il y ait de la recherche, faut qu'il y ait un concept, faut qu'il y ait quelque chose, quoi. Faut qu'il y ait de la matière qu'on veut travailler. Et, et du coup, comment tu le vois, toi, évoluer On l'a un petit peu évoqué tout à l'heure en disant que bah, notamment l'art digital va permettre sûrement au Ouais. grand public de découvrir la technologie derrière les NFT. Et comment toi tu vois le développement de l'art digital, peut-être dans les musées, on le voit avec les CryptoPunks ou certains Bored Ape, je crois qu'il y en avait au Ah, centre Pompidou il y a excuse-moi, pas ça a longtemps. coupé. Ouais, je disais comment tu voyais le développement de l'art digital ou même des NFT en Allô? règle. Ouais, tu m'entends? Allô, allô? Je t'entends plus. Ouais, c'est bon. Ouais, j'ai l'impression que des fois ça se déco parce que ça coupe. C'est pas saccadé, juste ça coupe net, comme si c'était une déconnexion d'un casque ou un truc comme ça. Ouais, bon, vas-y, Ok, bon, c'est pas grave. je vais reprendre la question. Ouais, Euh, c'était l'art digital dans les musées, c'est ça? ouais, comment tu vois le développement de l'art, même au sein du grand public? Parce qu'on voit qu'il y a certaines œuvres maintenant qui sont exposées dans pas mal de musées. Je crois qu'il y avait eu des Bored Ape au centre Pompidou, si je dis pas de bêtises, il y a pas longtemps. Non, des punks. Ah, des punks, pardon. Il y a eu un punk. Mais alors, il y a une histoire un peu louche avec ça parce qu'il n'est pas dans leur wallet, donc je sais pas où ça en est. J'ai pas les insights de ça, j'aurais bien aimé savoir d'ailleurs. Mais non, ouais, ouais, alors Pompidou a fait l'acquisition d'NFT, donc a fait l'acquisition d'un certain Bitcoin ah purée, j'ai un trou de mémoire énorme, c'est un artiste de Rovness, ouais. Ont des œuvres de Robness, ont des œuvres d'artistes. Et en fait, Pompidou, nous, on a eu des discussions avec eux dès le début, quand on est arrivé là. Ils étaient hyper curieux de savoir comment ça allait un peu se passer. Et c'est assez cool parce que ça permet, en fait, ça leur a permis d'acquérir des NFT. Je ne dis pas qu'on les a conseillés du tout, parce que c'est faux. On les a pas conseillés. Pompidou sont très forts eux-mêmes et ont pu acquérir seuls des NFT. Enfin, ils ne se sont pas aidés, mais pas par nous. Nous, ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on leur a planté des graines. Ils sont venus souvent à la factory, ils ont beaucoup visité la factory, et en fait, ça les a rendus intéressés par le sujet. Et on a eu pas mal de discussions avec eux, et en fait, voilà, c'est des choses qui leur ont permis d'acquérir des NFT. C'est évident. Mais j'ai pas envie de dire qu'on est, on va dire, enfin, on a servi à ça, enfin voilà, c'est grâce à nous qu'ils en ont, mais c'est pas nous qui les ont aidés à acheter, c'est ça que je veux dire. On n'a pas choisi les œuvres là-bas, quoi. Ok. C'est des grosses institutions, hein, donc en fait, ils ont des comités, ils ont plein de choses. Enfin, c'est pas comme ça du jour au lendemain que Pompidou a des NFT, quoi. Loin de là. Et du coup, tu penses que ça va se développer dans les musées? Ouais, en tout cas, c'est un de nos gros objectifs. Ouais, ouais. Bah là, Orsay Chibet avec Gagoria,
Non, non, ça se démocratise à fond, c'est génial, c'est génial. Donc l'avenir sera radieux. L'avenir sera radieux, évidemment. Bon, top. Bah écoute, je pense qu'on a fait un bon tour autour de l'art digital qu'on n'avait pas forcément trop abordé sur le podcast. Donc je te remercie pour ça. Ouais, carrément. Et pour conclure, j'ai l'habitude de poser du coup trois questions identiques à tous mes invités. Ah, vas-y, dis-moi. Et la première question que je voulais te poser, c'est si tu avais un budget illimité, quel Ouais. NFT tu t'offrirais? Ou œuvre? Si j'avais. Alors, ouais, ouais, ouais. Bon, je dirais, je peux en dire combien? Juste un? Ah, c'est juste un, ouais. Alors, je pense que je dirais un Fidendia, Ouais. qui est de l'art générative. Est-ce que je dirais un Fidendia? Ouais, je pense que, franchement, c'est des œuvres qui me parlent vraiment et qui sont vraiment. Enfin, esthétiquement, c'est magnifique. Mais magnifique. Et tu peux nous raconter un petit peu l'histoire de cette collection, parce qu'on en entend beaucoup parler. Ouais, c'est donc Fidenza par Tyler Hobbs. Donc, bah, c'est une des plus connues, c'est de l'art génératif. Ça a été, je crois que ça a été vendu sur un blog. Alors, si je ne dis pas de bêtises, normalement, oui, mais des fois, il y a des collections d'art génératif que j'adore et en fait, ils ne sont pas sur un blog. Normalement, c'est sur un blog. Ah, celle-ci est sur un blog. Et en fait, non, c'est ce qu'on appelle un peu du creative coding. Euh, donc en fait, c'est des artistes qui vont coder, et le résultat du code, ça va être l'œuvre d'art. Alors, du coup, ça pose pas mal de questions et en fait, c'est des œuvres qui sont un peu ad vitam aeternam dans la blockchain. Et après, c'est aussi esthétiquement, je l'adore, hein, je vais pas mentir, c'est assez incroyable. Donc le concept est cool, esthétiquement, j'adore et ça me parle, quoi. Ok. Et parmi les Fidenza, il y en aurait un en particulier ou peu importe? Après, faudrait que si de là tu me dis budget limité, je me penche vraiment dessus et je regarde celui qui me plaît le plus, Ouais. j'ai envie de te dire. Donc non, il n'y en a pas un en particulier. Je n'irai pas acheter forcément le plus connu, j'irai acheter celui qui me plaît le plus pour le coup. Ok, ça marche. Ou Euh, sinon un petit punk, hein. comment? Un petit punk, je dirais pas non. Ouais, je commence à le répéter souvent, mais c'est vrai que quand je pose la question, 9 fois sur 10 ou 99 fois sur 100, c'est les punks qui ressortent. Ouais, moi non, non, moi je dis un petit Fidentia. Ou, en vrai, je pense que si j'avais budget limité, je me tournerais pas mal vers l'art génératif. Ok. Ouais. Pas très original, mais bon. Bah, pour le podcast, pour le Clonecast, en tout cas, ça l'est. C'est plutôt des PFP Ouais, ouais. qu'on recommande, mais c'est un peu plus le sujet. Donc intéressant d'avoir un autre point de vue. La deuxième question que j'aimerais te poser, c'est qui aimerais-tu voir sur le podcast en francophone? Qui j'aimerais voir ce podcast? Bah, en vrai, Vini. Ouais, je t'avoue, j'avais noté le nom tout à l'heure pour Vini te qui fait poser son livre, la franchement, son question. livre il est charmé, ça vient de sortir, là il va être présent sur notre stand de NFT Paris. Franchement, il a plein de choses à dire, il a plein de choses à raconter, et moi franchement ça je dirais Vini à fond. Et sinon, je pense un petit artiste francophone ça peut être sympa aussi. Ouais, Bah, là carrément. dans le collectif Soma, il y a le collectif Soma, ils sont assez sympas, il y a Lighton qui fait des trucs que j'adore, pour moi qui est trop sous-coté et qui mérite d'être franchement beaucoup plus connu. Lighton Art sur Twitter, ça je conseille à tous d'aller regarder. Et voilà, sur le collectif Soma qu'on a exposé, c'est cool. Et puis après, en artiste francophone, il y a aussi tout ce qui se passe à Orcel avec Ecoria qui est archi cool. Et, voilà, bon, tout le monde le sait, il est vachement connu. Mais voilà, moi je dirais ouais, Lighton ou Vini, si je dois dire deux noms. Ok, ça roule. Top. On Et ira voir Vini, ça. c'est Undox. Undox sur Twitter. UNDOXXED, un truc comme ça. Undox. Ok, parfait. Et dernière question pour clôturer ce podcast, Ouais. quel conseil tu donnerais à nos auditeurs pour évoluer, je sais pas, dans le Web3 ou dans l'art en règle Ouais, bah, je générale? dirais de se renseigner, de venir aux événements, de venir à la factory s'ils peuvent, et surtout de s'y mettre. Moi, ce que je dis souvent aux gens qui viennent à la factory, c'est il y a des tutos de partout pour apprendre à collectionner des NFT, c'est simple. Pour apprendre à créer, c'est simple. Tapez comment faire un NFT sur YouTube, tapez comment acheter un NFT, vous trouverez. Vous serez peut-être pas super
mais ça suffit largement. Prenez votre temps, achetez pas cher au début et voilà, commencez doucement. Ok, ben Et magnifique, commencez. super. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter ou on a bien fait le tour? Non, bah écoute, merci beaucoup à toi et puis non, ravi d'être sur ce podcast et d'écouter les prochains. Super, magnifique. Et puis on suivra du coup le vaisseau de la NFT Factory. Si vous n'avez pas l'occasion de venir à Paris, c'est peut-être la NFT Factory qui viendra à vous. Bah ouais, carrément. Et puis on se dit à la prochaine. Merci Tito. Allez, merci. Ciao.